Le défi climatique, que peut la finance? Je vais parler en trois parties, une partie très courte de conclusion, mais les deux plus grandes parties concernant la première partie du défi climatique. Avant de vous dire ce que peut faire la finance, il faut qu'on voit comment on appréhende ce défi, quelle est la nature de ce défi, et de justifier ainsi l'action du secteur financier. Deuxième partie, que peut la finance? Je me contenterai de 4 ou 5 observations. Je crois que j'en avais mis 5, mais le 4 est revenu là-bas. J'espère que je suis sur la bon slide. On verra mes 3 leviers d'action. Alors, le défi écologique, plus que le défi climatique, je vais partir des limites planétaires. La planète a des limites. C'est quelque chose que l'on a appris. On le voit bien sûr avec les émissions de CO2 et le réchauffement. On est là dans une direction où on dépasse les limites de la planète. Depuis 2009, des scientifiques ont établi qu'en fait ce problème n'était pas limité au changement climatique, à l'émission de CO2, mais était en fait réparti dans 9 directions particulières qui dépassent encore une fois la notion d'émissions de CO2 et de changement climatique. Il y a des problèmes de l'eau, il y a des problèmes de l'acidification de l'océan, il y a des problèmes de particules qui sont émises dans l'atmosphère. Il y a 9 sections, 9 directions dans lesquelles on voit que nous allons plus loin que ce que la Terre peut supporter. Donc, est-ce que l'on voit, et je vais préciser, j'ai le diagramme après, peut-être que j'aurais dû le mettre avant, mais on voit qu'il y a des limites à l'impact des activités humaines sur le système terrestre. Au-delà de ces limites, l'environnement souffre et il pourrait ne plus être en mesure de s'autoréguler. Alors, ça veut dire qu'on a une capacité d'autorégulation de la planète, de la Terre, qui est limitée, hein, ça c'est évident, et que c'est une ressource précieuse. On en a besoin, on devrait l'économiser, on devrait l'épargner, on devrait en prendre soin. C'est une ressource précieuse, c'est au fond un bien, c'est un élément de notre capital, et notre capital, c'est-à-dire le capital commun à tous les habitants de la planète, y compris les générations futures. Donc c'est quelque chose qui est véritablement essentiel. Et c'est donc une ressource précieuse, un bien capital que nous partageons avec les générations futures. Et le déplacement de ces limites est au fond un phénomène récent. Donc ce n'est pas qu'on s'éveille tout d'un coup à quelque chose qui a toujours existé. C'est un phénomène qui tient au fait que nous sommes plus nombreux. C'est un phénomène qui tient au fait que nous sommes plus riches. Et c'est une bonne chose. Je crois que j'ai mis ici c'est un problème lié à l'affluence, à la diminution de la pauvreté dans le monde notamment. Et ces deux éléments-là, au fond, ne sont pas compensés par le fait qu'on est quand même plus efficace. On est plus efficace, pas suffisamment, et c'est de cela dont il va falloir parler, dans l'utilisation de ces ressources rares qui sont liées à la capacité de la planète à supporter ce que nous produisons. Alors, c'est un dépassement d'un phénomène récent. Nous avons mis du temps à le reconnaître, puisque en 2009, lorsque le concept a été inventé, enfin, été découvert ou été identifié, il y avait 2 limites qui étaient franchies. On était dans ce diagramme-là, voilà, le diagramme que je voulais vous montrer. Donc, on est les limites planétaires. Ce qui est en vert, c'est ce qu'on appelle le Safe Operating Space. Donc, là, on est dans le vert, on est bien. C'est de manière intuitive, mais dès qu'on est dans le rouge, on commence à essayer de commencer à être problématique, et en particulier, dès lors qu'on dépasse les frontières extérieures, on surexploite la planète. En 2009, voilà le diagramme tel qu'il était, c'est-à-dire qu'il y avait 2 directions majeures dans lesquelles on dépassait les limites. Au début de cette année, voilà le diagramme que nous utilisions pour représenter les limites planétaires. Il y avait 3 directions dans lesquelles on était au-delà des limites. Et puis aujourd'hui, voilà le tout dernier diagramme qui date de septembre 2023, repris par le même catégorie, par le même club de scientifiques liés au Stockholm Resilience Center et au Potsdam Institute, un énorme travail collectif de l'humanité, où on voit que non seulement on a 6 directions dans lesquelles on déplace les limites planétaires, mais on est au rouge foncé.
Dans certaines directions, on est vraiment très, 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 très loin. D'accord? Donc là, voilà le point de départ. Ça, c'est comme ça c'est ça la nature du défi écologique sur le plan scientifique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie? On va parler de la finance, mais prenons d'abord l'économie dans son ensemble. C'est véritablement un changement de paradigme. On est vraiment dans une situation, dans un monde différent. Le monde, il a changé lentement, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il a changé de manière absolument fondamentale. Parce que pour la première fois, en tout cas pour la première fois dans l'histoire de l'économie moderne, des ressources précieuses et rares ne peuvent pas être gérées par le marché. Nous vivons en économie de marché, nous nous reposons sur le marché, nous nous reposons sur ce que nous voulons être une allocation des ressources décentralisées grâce au marché et grâce au système de prix. J'en dirai plus dans un mot dans un moment. Mais comme il n'y a pas de marché pour ces ressources qui sont à l'extérieur des limites planétaires, au-delà des limites planétaires, correspondent à des ressources pour lesquelles il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché pour la capacité de la planète à absorber le CO2 émis par les humains sans réchauffement. On ne peut pas acheter ce bien. Il n'y a pas de marché pour la capacité de la planète à accueillir toutes les activités humaines sans perte de biodiversité. Je pourrais répéter cette phrase 9 fois pour chacune des limites planétaires. Il n'y a pas de marché. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de marché? Parce qu'il n'y a pas de droit de propriété. Notre système économique est fondé sur la notion de droit de propriété. Alors, je connais l'origine libérale de ce palais, mais le droit de propriété peut être individuel ou peut être collectif. Donc, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Le problème, c'est que l'avantage de droit de propriété, c'est que quand on possède quelque chose, on en est titulaire, on essaie de faire respecter cette propriété, cette chose que nous avons. Le propriétaire tient à son bien, il en prend soin, il le fait fructifier. Ici, qui est le propriétaire? Le propriétaire, c'est l'humanité dans son ensemble, y compris les générations futures. Il n'y a pas de mécanisme naturel, et en tout cas pas de mécanisme décentralisé par lequel chacun d'entre vous peut protéger ce bien qui est quand même une partie, partiellement le vôtre. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme. En économie de marché, si le marché n'existe pas, on a un problème. D'une certaine manière, et c'est une manière que j'exprime ici, je pourrais dire ça de manière un petit peu différente, mais la légitimité même de l'économie de marché est en question. Évidemment, si ceci était marginal, ce ne serait pas le problème, mais ce n'est pas marginal, c'est quelque chose de global et d'essentiel. Donc la légitimité de l'économie de marché est en question. Le fondement du libéralisme économique, mais ne prenez pas ça dans un sens politique, le fondement d'une organisation économique décentralisée, où chacun d'entre nous peut décider qu'est-ce qu'il fait dans la vie, peut décider qu'est-ce qu'il achète aujourd'hui, peut décider combien de temps il travaille. Tout ça, cette notion de fait que c'est à travers des décisions décentralisées qu'on va organiser la vie économique, elle est basée sur cette notion de main invisible. Vous avez sans doute déjà entendu parler, et le plus souvent d'ailleurs en termes négatifs. Mais en fait, la main invisible, qui est un concept qui a été développé par Adam Smith, est en fait une expression populaire, ou d'une certaine manière intuitive, pour un ensemble de théorèmes de l'économie, de la théorie économique, un théorème qui disent, dans un grand nombre de cas, si les hypothèses du théorème sont satisfaites, je ne vais pas aller dans les détails, sauf pour une hypothèse, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un marché, dans un très grand nombre de cas, la recherche de l'intérêt personnel et du profit n'est pas en contradiction avec la promotion du bien commun. Et c'est très contre-intuitif. C'est pour ça que je dis qu'il est souvent vu d'une manière négative. On dit la main invisible, c'est pas possible. Oui, non, c'est possible. C'est possible, et l'exemple de Adam Smith était très parlant, et je crois qu'il faut peut-être le répéter, même si c'est un peu un exemple d'aujourd'hui. Il dit, la boulangère, elle vous fait du bon pain. Est-ce qu'elle vous fait du bon pain parce qu'elle vous aime, ou est-ce qu'ils font du bon pain parce que c'est son intérêt? Et peu importe si elle vous aime ou si elle ne vous aime pas, l'important, c'est que pour elle, faire du bon pain, ça veut dire que vous allez venir acheter son pain, que peut-être qu'elle peut même vous faire payer un petit peu plus cher et qu'elle en vendra plus. Donc, cette notion de coïncidence entre l'intérêt privé et l'intérêt collectif, elle est absolument essentielle. C'est en fait le cœur, je dirais presque, de tout ce que les économistes cherchent à faire. Identifier les conditions lorsque c'est satisfait, lorsque ce n'est, et
les mesures qu'il faut prendre lorsque cette condition n'est pas satisfaite. Mais pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait un marché. Et donc la main invisible est incapacitée lorsque le marché sont manquants. Une autre manière d'exprimer ça, c'est lorsqu'il y a des externalités. Et elle est incapacitée, notamment parce que les prix ne sont pas corrects. Les prix ne tiennent pas compte d'une ressource importante qui n'a pas de prix. Et donc, le prix total est incorrect. Quand vous achetez, quand vous prenez un billet d'avion, vous prenez le billet d'avion que EasyJet vous fait payer, EasyJet ne vous fait pas payer l'utilisation du bien commun qui est les CO2 qu'on émet lorsqu'on prend l'avion et qui diminue la capacité de la planète à nous garder dans une température agréable et productive. Donc le billet d'avion de EasyJet est clairement trop bon marché. Mais cette problématique, je ne vais pas prendre EasyJet comme un exemple particulier, cette problématique, elle est partout. Elle est partout dès lors que ces ressources importantes, essentielles, n'ont pas de prix parce qu'il n'y a pas de marché. Les prix sont faux. Les prix ne sont pas le reflet correct des raretés relatives, et la main invisible, précisément, a le mécanisme essentiel, c'est de mettre les prix en accord avec les vraies raretés, et donc de faire en sorte que les décisions privées sont alignées avec l'intérêt collectif. Donc la localisation décentralisée n'est plus justifiée, il faut une intervention centralisée, la collectivité, à un niveau ou à un autre, doit intervenir. C'est plus important. Est-ce qu'on peut être décentralisé, chacun fait la décision comme il veut, ou bien est-ce qu'il faut une intervention collective, typiquement de l'État, mais ça pourrait être de la ville, ça pourrait être du canton, ça pourrait être de la confédération, et même peut-être que ça devait être à un niveau plus élevé. Donc voilà. Alors, pour la même raison, et on se rapproche un petit peu de notre sujet, la légitimité de la maximisation du profit est en question. Donc pourquoi ? Parce que le motto de Friedman, que je pense beaucoup d'entre vous ont entendu, Milton Friedman, la notion que le goal d'une entreprise, c'est de faire du profit. Et quand l'entreprise fait du profit, eh bien, c'est le mieux qu'elle puisse faire pour satisfaire l'intérêt collectif. Et Friedman, cette notion, elle est très liée à celle que j'ai dite précédemment, de lien entre l'intérêt privé et l'intérêt collectif. Ça marche aussi pour les entreprises, et c'est la base de l'affirmation de Friedman que les entreprises doivent simplement maximiser le profit. Lorsque la main invisible fonctionne, la proposition de Friedman est correcte. Donc je sais qu'on l'a toujours pris comme un espèce de drapeau idéologique ou un drapeau rouge où le taureau peut foncer, mais dans la réalité, c'est un théorème. Donc on sait quand ça fonctionne, ce qu'il dit. Et puis, non seulement on sait que ça fonctionne, mais en plus, c'est garant d'une gouvernance d'entreprise simple. On sait très bien si le manager de l'entreprise a fait correctement ou pas, parce que le prix de la bourse, le facteur boursier de l'entreprise va nous le dire. Donc on a un mécanisme extrêmement simple. Dans un monde d'externalité, dans un monde où les marchés manquent, ce n'est plus correct, la légitimité de la maximisation de la valeur actionnariale disparaît, la maximisation du profit disparaît. Donc on est vraiment là à une remise en question fondamentale. C'est pour ça que je parle de changement de paradigme. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que les entreprises ont une responsabilité sociale. Et au fond, vous avez là le fondement logique de la notion de finance durable. Auparavant, dans le monde d'avant, la finance a pour objectif d'identifier les entreprises qui vont maximiser le profit, qui vont payer plus de dividendes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que les entreprises ne font pas ce qu'il faut lorsque simplement elles maximisent le profit. Alors, vous voyez la petite observation ici, c'est ce que je vous dis là est vraiment quelque chose qui nous remet en question. Qui nous remet en question, les petits personnages là autour du feu nous disent, ben oui, la planète a été détruite, vous la voyez là dans le fond. On a détruit la planète, on a dépassé les limites planétaires et le résultat est catastrophique. Mais pendant un bon moment, we created a lot of value for shareholders. Nous avons créé beaucoup de valeur pour les actionnaires. Et au fond, ce diagramme que je peux appliquer à toutes sortes de situations, nous dit, c'est que la notion de business as usual, c'est pas une option. On ne devrait pas, on doit tous se remettre en question parce qu'on est tous dans la même situation que ces entreprises qui maximisent le profit à tort. Alors, ça implique
qu'on ait un défi. Tout ceci, le défi écologique se traduit, si vous voulez, dans ce que j'appellerais un défi systémique, c'est-à-dire un défi pour le système économique dans son ensemble, et puis un défi microéconomique, c'est-à-dire un défi pour les agents spécifiques, entreprises, consommateurs et producteurs. Et le premier défi, c'est que voilà, il faut, on a besoin de plus d'État. On a besoin de plus d'État, et c'est un économiste libéral qui vous le dit. On a besoin d'État parce que le collectif doit intervenir. La décentralisation ne va pas fonctionner. On a besoin de plus d'État, mais en même temps, et ça on le sait, c'est qu'on a besoin de plus d'innovation. Parce que pour changer notre système économique et nous remettre tout ce qu'on fait dans les limites planétaires, il faut qu'on soit vraiment smart, il faut qu'on soit vraiment intelligent, il faut qu'on soit innovant avec des nouvelles sources d'énergie, avec des possibilités de capture du carbone, avec des nouveaux modèles économiques circulaire, il faut qu'on innove. Or là, on a un vrai problème. Historiquement, il y a une tension entre innovation et plus d'État. Donc c'est ça le premier défi. Le deuxième défi, et là je pourrais élaborer, mais je ne vais pas le faire, c'est que ce bien commun, comme je l'ai dit, est un bien commun global, c'est un bien commun planétaire. Et donc, le bon niveau de collectivité, je ne sais pas, j'ai vraiment un problème de maintien de ce micro, un bon niveau de productivité. Le bon niveau de collectivité, c'est la planète, c'est l'humanité, c'est le global, c'est pas l'État-nation. Dans tous les cas présents, lorsqu'on avait des problèmes de pollution, des problèmes d'externalité, typiquement, c'est au niveau de l'État-nation qu'on pouvait les résoudre. Et l'État-nation, évidemment, a toute la légitimité et la disponibilité de le faire. Ici, idéalement, c'est au niveau du multilatéral qu'il faudrait le faire. Et ce niveau multilatéral, ben voilà, la Genève multilatérale, multinationale, elle a beaucoup de travail, et on sait qu'aujourd'hui, elle a un peu de peine. Donc on a un deuxième problème qui conduit d'ailleurs qui me conduit à dire que si c'est pas au niveau planétaire, c'est au moins au niveau continental, et on voit que l'Europe aujourd'hui prend une importance capitale dans tout ce qui est durabilité, pour de bonnes raisons. Et que fait la Suisse dans tout cela ? Je vous laisse avec cette réflexion par rapport à ce défi. Ce n'est pas vraiment mon sujet aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est un défi microéconomique. C'est un défi microéconomique à l'absence d'intervention complète de l'État. Si l'État ne peut pas intervenir parfaitement, eh bien, et il ne le fait pas par manque d'adhésion démocratique. Par exemple, regardez, nous votons contre la taxe CO2, qui serait une très très bonne mesure. Ben, si l'État ne peut pas prendre toutes les mesures nécessaires, on a besoin d'entreprises responsables et de consommateurs responsables. Et là, nous sommes face à un monde beaucoup plus compliqué, avec plein de dilemmes moraux. Les dilemmes dont je veux parler, c'est le fait que le profit, le rendement peut entrer en conflit avec le bien commun, mais aussi que le plaisir, le confort, la satisfaction personnelle peuvent entrer en conflit avec le bien commun. C'est-à-dire que tout le monde est sollicité. J'ai parlé d'EasyJet, j'ai parlé de prendre l'avion. Ben, vous voyez un peu le problème qui se pose. Il faudrait prendre l'avion moins. Ouais, ben, partons, on a pourtant envie de voyager. Et puis, ce n'est pas seulement prendre l'avion, c'est prendre la voiture, c'est manger moins de viande. Dans toutes ces situations-là, des consommateurs responsables se comporteraient clairement différemment de comment des consommateurs se comportent aujourd'hui. On a un vrai problème qui nous concerne tous. Alors, je me suis dit, tiens, on parle beaucoup de responsabilité, on parle beaucoup d'entreprises responsables, je parle de consommateurs responsables. C'est quoi la responsabilité? Alors, je ne vous donne pas une définition à la Wikipédia, je vous donne la définition qui me plaît et que j'ai tirée d'un livre qui s'appelle Prosperity par le professeur Colin Mayer d'Oxford, qui dit « The purpose of business is to produce profitable solutions to the problems of people and planet and not to profit from producing problems for people and planet ». Alors, ma traduction n'est pas très bonne, mais je l'ai là. La raison d'être des entreprises, c'est de produire des solutions rentables aux problèmes des personnes et de la planète. L'entreprise est là pour résoudre les problèmes de la planète et être suffisamment intelligente que pour les résoudre en faisant des profits. Le profit ne vient pas d'abord. C'est la résolution des problèmes qui vient d'abord. Et donc, il ne s'agit pas de tirer profit de la production de problèmes pour les personnes et la planète. C'est pour ça, les responsabilités. Alors, c'est une définition très exigeante, peut-être un tout petit peu idéaliste, mais je crois que ça nous donne une bonne orientation de la direction dans laquelle on devrait aller. Alors, deuxième partie, je crois que je suis à peu près dans les temps, mais
En principe, je suis peut-être quand même un peu en retard, donc je vais accélérer. Que peut la finance? 5 observations et 3 leviers d'action. La première chose, qu'est-ce que c'est que des acteurs financiers responsables? J'en plaquerai la définition que j'ai déjà donnée précédemment, mais je dirais ils sont responsables dans leur gestion propre et dans leur action envers leurs clients. Pour les plus proches du sujet, en d'autres mots, il y a des responsabilités en termes de scope 1 et scope 2, si on parle des émissions, et des responsabilités en termes de scope 3, c'est-à-dire vis-à-vis des clients et vis-à-vis les clients, dans le cas des entreprises financières, donc en soutien à l'action responsable des consommateurs et des entreprises. Et je reprends une autre citation de Joseph Schumpeter, un très grand économiste de la première moitié du XXe siècle, économiste autrichien, qui disait « Bankers are the gatekeepers of capitalist development ». Les banquiers, ce sont les douaniers, d'une certaine manière, du développement capitalistique, du développement économique. Their strategic function is to screen potential innovators and advance the necessary purchasing power to the most promising. Donc leur fonction, c'est d'identifier les innovateurs potentiels et de leur avancer les moyens financiers, à ceux qui sont les plus prometteurs. Et j'aime bien cette définition, ça remet la notion de banque, de finance au centre du problème. C'est d'abord des financiers, c'est des gens qui vont permettre de faire quelque chose. Et qui non seulement vont permettre de faire quelque chose, mais ils vont permettre suffisamment intelligents pour mettre leurs œufs là où ça va avoir des possibilités positives, notamment résoudre les vrais problèmes de la planète de manière profitable. Voilà la vision que je voudrais proposer. Et voilà, alors on va aller plus dans les détails dans un moment. Deuxième observation, la finance n'est pas toute puissante. Et là, je dis que peut la finance, la première chose, elle ne peut pas tout. Elle n'est pas toute puissante et il me semble qu'en général, on surestime la finance. Les financiers sont au fond que des intermédiaires. Ils ne sont que des intermédiaires. Et comme je le dis, voilà, dont le rôle est souvent surestimé. Pourquoi? Pour 2 raisons en tout cas. La première, c'est qu'en économie, tout ce qui est demandé va être produit. Et donc, la demande des consommateurs et des autres entreprises, elle est déterminante. Reprenez, même ce qui est illégal, n'est-ce pas, est produit. Donc, dès lors qu'il y a une demande, ça va être produit. Les intermédiaires que sont les financiers vont avoir beaucoup de peine à arrêter la production de biens qui sont demandés. Et ils ne sont pas, comme ils sont intermédiaires, ce ne sont pas eux responsables d'un demande. Donc, première chose, tout ce qui est demandé sera produit. Donc, il faut faire très attention à ne pas imaginer que les financiers vont pouvoir faire ce que, en fait, devraient faire les gouvernements et d'organiser ce qui peut et doit être produit et ce qui peut et ne peut pas être produit. Et la deuxième raison, c'est précisément que dans un monde de marché manquant, les gouvernements, comme je l'ai dit, c'est le collectif, c'est les gouvernements qui ont le premier rôle et pas les financiers. Donc le rôle de la finance, il faut rester modeste et il faut pas non plus demander des choses qui ne peuvent pas être livrées par la finance. J'ajoute ici que l'héroïsme n'est pas commun et que le sabordage est encore plus rare. Je ne sais pas si vous voulez contester cette affirmation. Pourquoi je dis cette affirmation-là? Parce que dès lors que les gouvernements ne font pas leur boulot, et le gouvernement c'est nous, on est d'accord, dès lors que les gouvernements ne font pas leur boulot, il y a ces conflits, ces dilemmes moraux dont j'ai parlé. Faire du profit peut être mauvais pour la collectivité. Mais si ce que je fais est mauvais pour la collectivité, mais que je fais beaucoup de profit, est-ce que je dois arrêter? Si je suis héroïque, oui. Si je me saborde, oui. Mais voilà. C'est ce qu'on demande un peu aux entreprises pétrolières. On voudrait beaucoup que les entreprises pétrolières arrêtent de produire du pétrole. Mais on leur demande de se saborder. Alors, ce serait magnifique si elles le faisaient. Mais on voit que c'est extrêmement difficile. Et c'est pas seulement, c'est pas le problème du privé, parce qu'on sait que la plupart des grosses entreprises pétrolières sont des entreprises étatiques.
c'est l'Arabie saoudite, c'est la Norvège, c'est le Mexique, c'est la Russie. C'est aux États qui devraient, on pourrait dire, mais arrêtez de produire, arrêtez au moins d'exploiter des nouveaux puits de pétrole. C'est héroïque, c'est du sabordage, enfin, c'est héroïque, c'est peut-être du sabordage pour les privés, c'est héroïque pour les autres, et on voit que ça ne se fait pas. Donc il faut être quand même réaliste sur ce que l'on peut demander à la finance, et je pense que parfois on ne l'est pas. Et puis le dernier niveau qu'il faut mentionner, c'est que la plupart du temps, les banquiers ou les financiers travaillent pour leurs clients, et que de demander aux clients d'être héroïques sans les en enfermer, c'est quand même quelque chose qui est un peu incorrect. Et donc, cette notion du devoir fiduciaire, les banquiers ne peuvent pas choisir cette voie de l'héroïsme ou du sabordage à l'insu de leurs clients contre leurs gré. Au bout du compte, il y a beaucoup de choses que nos financiers font parce qu'ils ne peuvent pas convaincre leurs clients de leur demander de faire autrement. Ça, c'est... Voilà. Je pense que c'est une vision importante de garder à l'esprit ce qui est possible avec la finance. Troisième observation, il ne faut pas se tromper d'objectif. Ce que l'on veut, c'est une économie réelle, c'est la vraie économie, c'est l'économie des producteurs et des consommations qui doit être net zéro ou respectueuse des limites planétaires. On entend beaucoup parler de portefeuille net zéro. Et là, je viens d'un peu plus proche dans le monde de la finance, on va essayer d'avoir un portefeuille qui est net zéro. Mais un portefeuille net zéro, c'est une drôle d'histoire. Parce que si on est vraiment bien, et si on arrive à avoir une économie réelle qui est net zéro, il faudra être un peu pervers pour avoir un portefeuille qui ne soit pas net zéro. Et donc, la notion d'un portefeuille net zéro, elle ne me paraît pas très, très utile. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt savoir comment est-ce que les financiers peuvent encourager, aider l'économie réelle à devenir net zéro ou respectueuse des limites planétaires. Quatrième observation, oui, alors les conséquences de ça, vous le verrez, et ça je vais le dire à plusieurs reprises, c'est que un des indicateurs les plus utilisés dans le monde de la finance aujourd'hui, qui est l'empreinte carbone d'un portefeuille, c'est souvent un mauvais guide. C'est souvent un mauvais guide, parce que ce n'est pas le portefeuille qui compte, c'est l'économie réelle. Et on a trop tendance à l'oublier ou à le mettre en avant dans une perspective qui pourrait s'apparenter à quelque chose qu'on appelle de l'éco-blanchiment. Quatrième observation, il faut distinguer le bon grain de livret. Je viens de parler de l'empreinte carbone du portefeuille. On pourrait être plus ambitieux et dire, on ne va pas seulement parler des empreintes carbone, qui est ici, on pourrait parler de l'ensemble de ESG, c'est-à-dire l'environnement, mais aussi le social et la partie gouvernance. Et même cela, on peut encore être plus ambitieux, c'est-à-dire donc, au lieu de regarder statiquement où est une entreprise, de regarder de manière dynamique comment sa stratégie, comment ses plans en matière de durabilité s'orientent par rapport aux ambitions de notre société, encore une fois, qui est de net zéro en 2050. On ne peut pas faire tout de suite. Mais par contre, on peut avoir une stratégie pour arriver à l'objectif, et cette stratégie, c'est autre chose que le point de situation où je suis aujourd'hui, c'est comment je vais me projeter à l'avenir progressivement vers la trajectoire. Il y a deux niveaux qui sont mentionnés là. Et puis le dernier niveau qui est encore plus ambitieux, et sur lequel nous travaillons dans le cadre de IFORES, notamment avec un acteur genevois, la Banque Lombard-Odier, le but ultime, je devrais élaborer, mais je n'aurai pas le temps ici, c'est si on veut respecter les limites planétaires, il faut qu'on arrive à une économie qui est quasi circulaire. Donc la notion d'économie circulaire est extrêmement importante, non pas par romantisme ou idéologie, mais parce qu'on veut respecter les limites planétaires. Et on voit que quand on veut absolument respecter les limites planétaires, on doit plier la ligne, devenir de plus en plus circulaire. Et donc la question qu'on voudrait savoir, c'est comment est-ce que la vision d'une entreprise dans laquelle je veux investir, à laquelle je veux donner du crédit, est-ce qu'elle est conforme, est-ce qu'elle est compatible avec une progression progressive vers une économie circulaire. Extrêmement difficile et ambitieux, mais ça, c'est comme ça qu'on va distinguer, on appelle les entreprises vertes et les entreprises brunes. Pour moi, une entreprise verte, c'est une entreprise qui peut-être elle est brune aujourd'hui, mais qui sait comment elle va s'orienter progressivement dans son modèle d'affaires, dans son organisation, pour être compatible et même être profitable dans le monde d'économie circulaire qui est celui vers lequel nous devons tendre. Et puis, ma cinquième observation, parce que j'en avais quand même 5, c'est que, vous voyez, avec tous ces
cocktail que j'ai mis, toutes ces observations que j'ai faites, il faudrait mieux mettre ces forces là où ça va être utile. C'est-à-dire qu'il faut choisir les leviers d'action. Si on se disperse à essayer de faire tout et n'importe quoi, la finance n'aura pas l'impact qu'elle peut avoir. Donc, cinquième observation, il faut choisir judicieusement ces leviers, étant donné précisément les limitations que l'on a identifiées à l'action possible de la finance. Alors, quels sont les leviers Eh bien, il y a 3 leviers possibles, logiquement. Le premier, c'est empêcher des activités brunes. J'utilise le terme de sevrer ou le terme de rationner, et dans le cadre des portefeuilles, c'est la notion d'exclure. On va essayer d'exclure, on va dire, on ne va pas donner de l'argent aux mauvais, si vous voulez. Le mauvais, il faut voir comment on les définit, j'en ai parlé avant. Ça, c'est la première possibilité. Et c'est, comme vous le verrez, celle sur laquelle on insiste le plus souvent. La deuxième possibilité, c'est plutôt d'accompagner, c'est d'engager. C'est la notion en anglais de stewardship. On va être les accompagnants des entreprises qui vont devoir s'orienter dans leur stratégie vers un monde plus durable, vers le respect des limites planétaires. Et donc là, il s'agit d'exercer ces droits propriétaires, parce que souvent, à travers... on a des actions, donc on est propriétaire, on est copropriétaire, ou bien on donne des crédits et on a une influence en donnant des crédits. Il s'agit d'utiliser cette influence pour pousser les entreprises à transitionner vers le net zéro. Quand je dis pousser, c'est les encourager, c'est les financer, c'est les aider. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, la finance, elle pourrait financer. C'est le financement. Financement, c'est rendre possible, et là je refais appel à Schumpeter, c'est ça, c'est non seulement encourager, c'est donner les moyens, donner les moyens de faire des investissements verts ou propices à la transition. Voilà les 3 directions dans lesquelles la finance peut s'orienter, les 3 leviers d'action, et je voudrais, dans les quelques minutes qui viennent, vous résumer, mais en surface, un ensemble de travaux que nous avons fait dans le cadre de IFORES sur ces différents leviers. On parlait une étude des investissements, pour quel impact, 3 études sur l'actionnariat actif, c'est-à-dire s'engager par qui, comment, pour quel impact, les clés du succès. On a aussi parlé plus spécifiquement du rôle de la finance dans la transition énergétique. On a parlé ensuite des problèmes de financement à travers des green bonds, j'en reparlerai tout à l'heure, et on a toute une série d'impacts d'études sur les réglementations qui sont très importantes aujourd'hui. J'en parlerai presque pas. Les liens ici ne sont pas pour l'instant actifs, mais le moment venu, vous aurez accès à ces liens et à ces études qui sont la base sur laquelle je me fonde pour les affirmations que je vais proposer maintenant. Alors, premier niveau, c'est exclure, c'est rationner, c'est sevrer. On va empêcher les activités brunes. Et encore une fois, la définition, elle peut être variable. Alors, cette notion d'exclure, cette notion d'empêcher, elle est vraiment dominante dans le vocabulaire, notamment dans le vocabulaire des activistes vis-à-vis de la finance. Le résultat de cette vision, c'est que aujourd'hui encore, les investisseurs suisses privilégient l'exclusion. Donc, c'est la forme, c'est le levier qui est le plus utilisé dans une vision de finance ESG compatible avec l'ESG. Alors, ça diminue un tout petit peu, et vous voyez qu'il y a d'autres formes. L'engagement est là également, la partie de l'engagement sous forme de vote, il y a différentes... Ceci, c'est une étude qui a été faite par la Swiss Sustainable Finance, mais les activistes en particulier, mais aussi on a mis en évidence ce rôle de la finance qui serait de rationner, de ne pas donner du financement à, de ne pas mettre telle action dans son portefeuille, de vendre, d'exclure. L'observation que nous avons faite d'une large revue de littérature, c'est qu'en fait, l'impact ici est illusoire. Exclure, ça ne marche pas vraiment. Ça peut marcher dans certains cas, mais le plus largement, ça ne... Alors c'est quand même paradoxal, vous dites, la mesure la plus utilisée, quand on regarde les résultats, on arrive à dire, mais ça ne fonctionne pas. C'est un peu dommage,
si on veut que la finance joue vraiment son rôle. Alors là, je vais peut-être être plus court. Hein. Ce qu'on a fait dans notre étude, c'est de regarder par quel mécanisme est-ce que ça pourrait marcher. Le premier mécanisme, c'est celui que tout le monde pense, c'est on ferme le robinet, il n'y a plus de financement, donc l'activité s'arrête. Oui, mais ça, le robinet, il ne fonctionne que dans ce qu'on appelle le marché primaire, c'est-à-dire lorsque les entreprises cherchent du financement directement auprès des banques ou des financiers. Mais la plupart des transactions financières, la plupart des portefeuilles, votre portefeuille ou la portefeuille de votre caisse de retraite, c'est des portefeuilles qui ont été des actions qui ont été achetées sur le marché secondaire. Quand vous achetez ou que vous vendez, c'est sur le marché secondaire. C'est-à-dire que votre transaction, le marché secondaire, votre transaction n'est pas entre vous et l'entreprise, votre transaction est entre vous et un autre investisseur. Donc si vous voulez vendre votre action, parce que vous ne la voulez plus dans votre portefeuille, ben, ce qui se passe, c'est que ça va avoir un impact sur un autre investisseur, mais ça n'a pas d'impact sur l'entreprise elle-même. Donc ça, c'est la première observation. La notion de robinet ne fonctionne pas dans ce contexte-là, sauf si on était sur le marché primaire, j'en parlais brièvement tout à l'heure. Et même sur le marché privé, il faudrait d'ailleurs que tous les fournisseurs, et c'est un peu le message, il faudrait que tous les fournisseurs soient d'accord. Deuxième niveau, ben on se dit, mais oui, mais c'est vrai, ce que vous dites là, c'est correct, mais si je vends, ça va faire pression sur l'action. Donc ça va avoir un impact sur l'action. Ben pour avoir un impact sur l'action, il faut déjà être massif. Il faut vraiment vendre beaucoup. En général, on n'a pas la capacité de le faire. Il faut même, c'est plus que cela, la théorie des marchés efficients, blablabla, on dirait qu'il faut être visible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un acte symbolique. Et là, voilà, si vous et moi, nous vendons nos actions, ça ne fait pas de vague. Hein. Il n'y a absolument aucun impact. Et même des grosses caisses de pension suisses n'ont aucun impact sur le marché. Donc, ça ne fonctionne pas. Dans certains cas où ça fonctionne, parce que c'est vraiment des ventes massives, l'effet est très ponctuel. Donc, on a un petit blip sur le cours de l'action et puis il reprend son cours normal. L'impact sur la stratégie de l'entreprise est totalement ambigu. On ne sait pas du tout. Il n'y a aucune raison de penser que ça a vraiment un impact sur l'économie réelle. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on recherche? Troisièmement, ben oui, on pourrait dire, oui, mais si on est tous ensemble à dire, oui, mais cette entreprise-là, elle est très mauvaise, et donc il faut la vendre, il y a un effet de stigmatisation. Et là, voilà, on peut imaginer que ça va faire quelque chose. En fait, le lien est très difficile à établir, dans la mesure, et on ne sait pas très bien dans quelle mesure ça affecte la stratégie de l'entreprise. En particulier, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les brins, les actifs, les entreprises qui ne sont pas très bonnes sur le plan de la durabilité ont un coût du capital qui est plus élevé. Donc, elles sont pénalisées par cette action. Mais ce n'est pas dû au fait qu'on a vendu, c'est dû au fait que les investisseurs se rendent bien compte que si elle est brune, c'est qu'il y a des risques supplémentaires, ou peut-être simplement que toutes choses égales par ailleurs, ils préfèrent prendre la verte dans le portefeuille plutôt que la brune équivalente. Donc il peut y avoir des effets de préférence. Mais ces effets ne sont pas liés à l'exclusion, ils sont liés aux caractéristiques intrinsèques de l'entreprise. C'est en tout cas ce que nous observons dans les études. Bon, au final, si vous voulez, il y a trop de moyens de contournement et des leviers trop faibles pour que ce levier d'action de la finance soit vraiment recommandable et efficace. Alors, je me contrôle, mais une toute petite observation, c'est en plus, quels sont les effets sur le portefeuille? Donc, si vous avez un portefeuille et que vous excluez les mauvaises actions, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ce que va faire que votre portefeuille aura effectivement une empreinte carbone qui sera meilleure, qui sera plus faible. Et donc, oui, en termes de symbolique, vous avez accompli quelque chose. Donc, c'est positif en termes de risque de réputation. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui continuent à l'utiliser, notamment des grosses caisses de pension, qui en ont tellement marre des activistes qui disent bah, « Ok, je vends, puisque c'est ça que vous voulez faire. Je sais bien que ça n'a aucun effet, mais je le fais. » Donc, positif en termes de risque de réputation. Le problème, c'est qu'on peut quand même se poser, est-ce qu'en faisant cela, vous allez améliorer vos rendements? Alors là, je mentionne ça parce qu'on a cru cela, et puis on a eu des messages comme ça de conseillers financiers disant oui, on va vous proposer un beau portefeuille et on va limiter l'empreinte carbone, et en plus, ça va être très bon pour vos rendements. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. En tout cas, qu'il n'y a aucune garantie que ça va être vrai, notamment parce que, pour la raison que j'ai mentionnée précédemment, les entreprises brunes que vous excluez votre portefeuille ont, comme je l'ai dit, un coût du capital plus élevé, on les pénalise, mais le coût du capital, c'est le rendement sur l'action.
Et donc, quand vous excluez celles qui ont un bon rendement, elles ont un coût de capital élevé, donc un rendement élevé, vous les excluez, ce n'est pas très bon pour votre portefeuille. Alors, il y a des effets dits de momentum, je n'en parle pas là, donc il y a des effets temporaires, mais sur la durée, on ne peut pas être certain que, en excluant d'un portefeuille les actions brunes, les entreprises brunes, on aura un meilleur. Voilà, je dis, leur capital des entreprises, c'est le rendement des investisseurs. Attention aux effets de momentum et aux désillusions qu'ils peuvent créer. Et puis, il y a des implications sur le risque qu'il faut connaître. C'est que cela d'exclure conduit souvent à des modifications significatives des caractéristiques de risque. Le risque d'actif échoué, par contre, est minimisé. Donc, c'est ce qu'on appelle les stranded assets. Donc, de ce point de vue-là, il y a un positif, mais ce qu'on a vu souvent, c'est qu'on change complètement les caractéristiques de risque d'un portefeuille sans le savoir, et cela n'est pas une bonne idée. Bon, je vais passer ceci. Je pourrais parler des crédits bancaires. On pensait que les crédits bancaires est en meilleure chance, c'est-à-dire si les grandes banques refusent des prêts à une grosse entreprise pétrolière, est-ce que ça va avoir de l'effet? Et la réponse est, même cela n'a pas beaucoup d'effet, parce que précisément, il y a des moyens de contournement. Bon, alors je passe là. Je ne peux pas être totalement complet dans le temps à disposition. Donc même là où on pourrait penser qu'on a plus de chance, il y a trop de moyens de l'éviter, de déplacer des activités ou de pousser des activités en dehors du circuit classique, c'est-à-dire dans les shadow banks. Alors, deuxième levier d'action engagé. Exercer ses droits. Alors, il y a plusieurs choses. On peut commencer par voter, puis on peut dialoguer avec les managers, on peut collaborer avec d'autres investisseurs, on peut faire des déclarations publiques, on peut déposer des résolutions d'actionnaires, on peut voter. Donc, il y a une espèce de gradation d'escalade qui peut conduire à menacer de désinvestir et effectivement se désinvestir. Mais c'est le résultat, c'est la menace qui permettrait peut-être en processus d'engagement d'avoir un impact sur l'entreprise. Donc engager, c'est exercer son droit de propriétaire, en tout cas dans le cas des actions, c'est engager ou le droit que nous confère notre capacité de créditeur. C'est pas une baguette magique. C'est pas une baguette magique, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on veut. Là, on est en démocratie, une démocratie actionnariale qui ne fonctionne pas toujours très bien, mais on est en démocratie, donc typiquement, il y a des gens qui n'auront pas le même avis que vous, et donc vous ne pouvez pas toujours gagner et faire prévaloir votre avis. Mais en plus, ça a des coûts administratifs, donc c'est quelque chose de coûteux. Alors qu'est-ce qu'on observe? C'est à travers cela, on peut avoir une action importante, c'est forcer à la transparence. Après tout, si les entreprises nous donnaient plus d'informations sur leurs caractéristiques, sur leur stratégie, sur leur empreinte carbone, l'empreinte carbone des entreprises, elle est très importante, eh bien, au fond, nous, les investisseurs en général, se porteraient mieux et pourraient exercer leurs préférences par rapport à l'ESG. Donc, dans cette mesure-là, on a déjà une action qui est capitale, qui est de forcer les entreprises, pousser les entreprises à la transparence. Pour y arriver, étant donné les coûts, il ne faut pas être tout seul. Il ne faut pas être tout seul, donc il faut collaborer. Et il y a plusieurs consortiums. Le plus connu est probablement Climate 100+, qui est un consortium d'investisseurs qui, ensemble, essayent d'engager avec les entreprises et de pousser les entreprises à améliorer leurs perspectives stratégiques ou modifier leur stratégie. Et effectivement, on observe dans des études qui ne sont pas très larges. C'est un domaine qui n'est pas super étudié, on a un certain nombre d'études, mais on observe que le plus souvent, les entreprises engagées sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance, ESG, améliorent leurs pratiques, en particulier lorsqu'elles sont à la traîne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est les moins bons qui s'améliorent le plus. Les autres ont peut-être déjà anticipé ce que les investisseurs auraient voulu qu'ils fassent. Et puis, les études montrent qu'en général, pas toujours, on peut être récompensé par des rendements plus élevés. Faites la comparaison avec ce que j'ai dit pour l'exclusion. Donc, on est récompensé par des rendements plus élevés, en particulier lorsque l'engagement est réussi et qu'il est mené en collaboration avec d'autres investisseurs. Les engagements collaboratifs qui ont du succès, qui poussent l'entreprise à changer, typiquement s'accompagnent aussi d'une augmentation de la rentabilité. Donc, la notion de doing well while doing good, faire le bien et être récompensé, est une promesse qui, dans ce cas-ci, n'est pas vaine.
Mais évidemment, la notion d'empreinte carbone du portefeuille, elle est floue, parce qu'à ce moment-là, je garde les mauvaises actions dans mon portefeuille, et donc je ne peux pas dire que mon portefeuille a une empreinte carbone basse. Et donc, vous voyez pourquoi je dis que cette empreinte carbone est un mauvais indicateur, puisqu'il nous pousserait à exclure qui ne fonctionne pas, et il nous encouragerait à ne pas nous engager, de ne pas garder nos actions dans notre portefeuille, et de ne pas être en position d'exercer nos droits de propriétaire. Donc, gestion moins claire des risques de réputation, en temps voulu, un engagement infructueux doit conduire à l'exclusion. Alors, troisième chapitre, et le dernier levier, hein, j'aurai 5 minutes de retard, je crois, encourager des investissements propices à la transition. On a besoin, et c'est ça que se dit, on devrait en avoir beaucoup plus. Il faudrait des financements d'activités propices à la transition, que ce soit des innovations vertes ou des investissements dans la bonne direction d'entreprises brunes, devraient doubler d'ici à 2030 et devraient même tripler si on voulait vraiment être compatible avec nos engagements. Dans l'accord de Paris, par exemple. Alors, quel est le but recherché est la question cruciale, et peut-être que je pourrais m'en tenir cela, je ne sais pas. Il faut identifier les innovateurs déterminants pour la transition et leur donner les moyens de se développer. Donc, c'est bien dans les perspectives schumpeteriennes que j'ai mentionnées. Il faut financer l'innovation, c'est le venture capital, c'est les fonds thématiques, c'est les green bonds. Il faut permettre aux bruns de devenir verts. Donc, c'est les deux choses. Il faut innover, parce qu'on a besoin d'innovation, mais aussi permettre à ceux qui sont moins bons de devenir meilleurs. Et financer les stratégies de transition, crédit bancaire, green bonds. Il y a un article dans The Economist de cette semaine de Mark Carney, que vous connaissez peut-être, qui est un délégué pour le climat de les Nations Unies, qui dit « Finance needs to go where the emissions are ». La finance doit aller là où sont les émissions. La finance ne doit pas simplement éviter les mauvais. Elle doit prendre les mauvais par le bras, les financer pour qu'ils deviennent meilleurs. Très exigeant, mais c'est comme ça qu'on arrivera au résultat. J'ai ici toute la quote, mais je vous propose de lire The Economist de cette semaine. Et je passe. Alors, la vraie question qui va se poser, la question cruciale, c'est sans sacrifice en termes de couple rendement-risque, peut-on dépasser le greenwashing? Est-ce que pour financer, on ne doit pas financer dans des conditions favorables? Mais si on finance dans des conditions favorables, ça veut dire qu'on accepte des sacrifices de rentabilité. Et cette question-là, le monde de la finance aujourd'hui a beaucoup de peine à y répondre. Elle a beaucoup de peine à y répondre parce que les clients sont très peu réceptifs à la notion d'accepter des diminutions de rentabilité pour aller dans la direction de la durabilité. Alors, j'ai quelques observations sur la dette. La dette durable, il y a en particulier ce qu'on appelle les obligations vertes, il y a des obligations sociales, il y a des obligations durables, il y a des obligations liées au développement durable. Un très gros et très important développement, je dirais plus important que gros d'ailleurs, parce que c'est vraiment une direction dans laquelle vraiment la finance peut jouer son rôle. Malheureusement aujourd'hui, cette direction-là est à la recherche de la crédibilité. Le marché suisse en particulier est petit. Il y a des risques de greenwashing. Et il est difficile d'avoir un impact sans concession de rendement, mais il est difficile d'accepter une concession de rendement sans crédibilité. Donc on a là un pan de la finance qui est extrêmement prometteur, mais pour l'instant n'atteint pas son objectif pour les raisons que j'esquisse ici. Je ne peux pas aller beaucoup plus dans le détail, étant le temps à disposition. Et donc, alors je fais un peu de publicité ici. Ce que nous avons besoin, on a besoin de données beaucoup plus solides sur les critères de performance sur le plan ESG. On a besoin d'informations, de données, de transparence. Et parce que c'est seulement sous ces conditions-là qu'on pourrait justifier de demander aux investisseurs de renoncer à une partie de leur rendement. La situation pour l'instant n'est pas satisfaisante, ni du côté de l'offre, ni du côté de la demande. Je dis help us. Nous avons un projet qui demande à être financé très modestement, une personne pendant 1 an, et on pense qu'on pourrait résoudre ce problème, mais pour l'instant, nous n'avons pas le financement. Nous, c'est IFORES. Est-ce qu'on peut travailler à travers des actions, à travers des participations? La réponse est oui, bien sûr. Ça doit aussi, c'est pas seulement de la dette, c'est pas seulement le crédit, c'est aussi des participations. Et là, on a besoin d'innovation radicale. Et alors, on observe qu'évidemment, il y a un problème de financement. Le bon outil, ce serait du venture capital. Et à des niveaux comme ça, et on n'est pas très fort en Suisse de ce point de vue-là, mais je ne peux pas aller plus dans le détail. Par contre,
Le côté positif, c'est qu'il y a un retour pour les financiers dans la salle, un retour vers la gestion active. Les professeurs comme moi, vous disaient toujours aux financiers, non mais arrêtez votre histoire, vous ne savez pas faire, c'est les marchés, la gestion passive est beaucoup meilleure, elle est beaucoup plus efficace. Et c'était vrai, c'était toujours montré. Mais aujourd'hui, étant donné la nouvelle circonstance, la gestion active peut se justifier parce que l'analyse statistique pure sur laquelle se base la gestion passive ne peut pas suffire dans le monde nouveau, qui est un monde qui n'a pas de traces historiques fermes. Et donc, il y a une logique pour revenir à une gestion active, et ça, c'est une bonne nouvelle pour le monde de la finance. En plus, doing well while doing good, oui, dans ce contexte-là, oui, c'est possible. Mais évidemment, il faut les compétences. Les compétences seront récompensées. Peut-être que j'aurais dû mettre un S là. Il y a des opportunités, et le monde de la finance n'hésite pas à le dire, il y a des opportunités. Il faut choisir les gagnants, il faut éviter les perdants de la transition. Et donc, si on est compétent, on peut investir ses compétences dans la bonne direction et on va être récompensé. Donc ça c'est un vrai projet de la finance qui devrait l'aider à s'engager plus fortement du côté de la transition vers la durabilité. Cela étant, je reviens sur le fait que pour l'investisseur, la gravité du défi climatique justifierait la prise en considération d'un couple rendement-risque moins favorable. Et je reviendrai sur cela dans ma conclusion. Nous sommes confrontés à des défis absolument majeurs. Tout le monde doit faire quelque chose. On est tous des pollueurs en termes d'émissions de CO2 ou d'autres surutilisation des ressources planétaires. Il faut que nous changions. Et nous demandons, tous les acteurs doivent faire un effort. La finance a un rôle à jouer et elle doit le jouer. Elle peut aider, mais pas remplacer les consommateurs, les producteurs et les États. Elle peut mettre l'accent, et je crois qu'il faut mettre l'accent sur le financement positif, à financer les développements futurs plutôt que la restreinte et l'accompagnement des entreprises. Peut-on atteindre le but sans sacrifice de confort, de profit, de rendement et sans consentir des efforts de solidarité avec les moins nantis? Parce que même si nous y arrivions, il faut, dans cette autre perspective planétaire, que les pays les moins nantis puissent y arriver aussi, et ça demande de la solidarité. Je ne vois pas comment on peut être solidaire sans, d'une certaine manière, accepter un sacrifice financier. Merci de votre attention. Oui, get in touch. Oh, merci.